Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire sur le déploiement de l'index Paratube en race normande. Pour commencer, vous avez vu, on a un grand nombre de participants. Donc je vais demander déjà à chacun et à chacune d'entre vous de penser à couper vos micros, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose d'important. Il est préférable aussi de couper les caméras, sauf pour ceux qui présentent ou qui parlent, mais pour la majorité d'entre vous, donc merci de couper les caméras, ce qui facilitera la fluidité du webinaire. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire. On va avoir plusieurs temps dans ce webinaire et pour commencer, je vais donner la parole à Rémi Guillot, président de la commission bovine de GDS France, qui fait partie donc des financeurs de ce projet de R&D autour de la paratube. Merci Sébastien. Je vais me faire une petite présentation très rapide. Donc, je suis éleveur de bovins lait sur le Jura et vice-président de GDS France en charge du dossier de la commission bovine, mais essentiellement du dossier génétique pour ce qui nous intéresse ce matin. Donc, la paratuberculose est une maladie insidieuse, proche de la tuberculose, très résistante dans le milieu extérieur, qui provoque des impacts économiques parmi les plus importants de France. Les pertes pour les éleveurs sont importantes et les outils d'assainissement, s'ils sont efficaces, sont longs et demandent beaucoup de persévérance. C'est pourquoi, il y a 10 ans, un consortium s'est créé pour proposer aux éleveurs de nouveaux outils collectifs et individuels pour lutter contre la paratuberculose, notamment la recherche du génome des individus résistants à la paratuberculose. Ce consortium regroupe Eliance, à l'époque Alice, Apigène, Inrae et Oniris, et la famille des GDS, GDS France et les GDS du Grand Ouest, entre le financement et le relevé des phénotypes. Les objectifs sont d'améliorer les protocoles diagnostiques, c'est-à-dire d'être capable d'identifier de façon précoce les animaux sensibles à la maladie, d'améliorer la résistance des cheptels, et d'accroître l'efficacité des plans d'assainissement en réduisant les analyses. Ce regroupement de partenaires inédits par l'importance des acteurs, la thématique et les méthodes de travail ont été couronnés de succès il y a 2 ans avec la mise en place en production d'un index de résistance sensibilité à la paratuberculose en race Holstein. Ce nouvel outil est déjà disponible et en production en race normande, d'où l'organisation de ce webinaire. C'est une étape supplémentaire qui ouvre des perspectives et associe intelligemment génétique et sanitaire pour sélectionner des individus résistants à des maladies ou des vecteurs au sein d'une population. Je peux en citer quelques-uns, par exemple, dans les évolutions que l'on est après travailler, par exemple la résistance au parasitisme interne, exploration des mécanismes d'immunité, la résistance à la besnoïdiose, quels animaux ont le plus de chances d'être infectés, quels animaux sont ceux qui vont développer des signaux cliniques, ou alors quels animaux vont favoriser la propagation de la maladie. Plus largement, la lutte contre les vecteurs, comme les culicoïdes qui transmettent la FCO ou la MHE, alors que le dérèglement climatique va conduire à augmenter leur fréquence, ou même plus grave encore, la fièvre hémorragique Crimée-Congo, qui est une zoonose et fait partie des maladies transmises par les tiques, responsables de la plupart des maladies vectorielles chez les ruminants. Les enjeux sont importants et s'inscrivent dans la pérennité de l'élevage français, d'où l'importance de financement pour anticiper ces travaux de recherche. La génétique ne peut rien sans phénotype et donc sans le sanitaire pour ces thématiques. Et nous, les GDS, ont besoin de nouveaux outils génétiques pour améliorer la lutte et la prévention du cheptel français. C'est ce mutualisme de compétences entre nos différentes familles qui nous permettra de continuer à avancer. Et je laisse pour continuer la parole au président d'Apigène. Merci à vous.
Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas être en direct avec vous pour ce webinaire. J'ai une bonne raison. C'est ma dernière AG de l'interprofession laitière et en tant que président de commission, je suis un peu obligé d'être à cette AG, mais je ne vous oublie pas pour autant. Et pour moi, président d'Apigène, de voir l'évolution qu'on a dans la recherche, où on a travaillé pendant de nombreuses années sur la production des vaches, la capacité corporelle, de nombreux sujets. On a retravaillé après sur ce qu'on appelle les attentes sociétales. Et aujourd'hui, d'être sur le sanitaire et d'avoir des premiers résultats en race Primolstein, la race la plus nombreuse, sur une maladie qui n'est pas une maladie réglementée à la paratuberculose, mais c'est une maladie qui est encore peut-être plus compliquée à gérer par les producteurs qui ont un troupeau atteint de cette maladie, que je trouve qu'on apporte, et c'est dans notre ADN d'Apigène, une solution à des producteurs. Alors je ne dis pas qu'on va régler tous les problèmes, mais on va leur apporter une solution à une maladie, comme j'ai dit précédemment, ô combien compliquée. Et dans un premier temps, donc, on a travaillé avec la race Primolstein, et aujourd'hui, on lance un travail en race normande. C'est la deuxième étape, et j'espère que ça sera peut-être comme le Tour de France, on aura une vingtaine d'étapes pour balayer un maximum de races en France. Alors tout ça, en partenariat bien sûr avec GDS. Moi j'ai toujours travaillé, et une fois de plus on a la preuve sur le collectif, parce que j'ai pour habitude de rappeler que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et on va, grâce à ça aussi, obtenir ce qu'on appelle une propriété intellectuelle, ou ce qui va nous permettre demain de réinvestir pour avancer encore plus vite. Et l'apparatube aujourd'hui, et demain, pourquoi pas d'autres maladies. Donc aujourd'hui, on travaille avec le GDS. Demain, on va encore travailler avec le GDS. Et tous ceux qui veulent travailler avec nous à Apigène, on est là. Donc pour nous, Apigène, on est là au service des éleveurs, pour les éleveurs, et pour avoir une filière élevage dynamique en France. Et donc maintenant, nous allons passer la parole à Arnaud Delafosse de GDS Grand Ouest qui va nous présenter justement la paratuberculose, une maladie complexe. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire rapidement quelques rappels. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà bien la paratuberculose, mais je vais vous faire quelques rappels sur cette maladie complexe. Alors, pour mémoire, c'est une infection d'origine bactérienne. C'est une bactérie qui est impliquée, une bactérie proche de celle de la tuberculose bovine. Très résistante dans le milieu extérieur, parfois également présente, ça a été montré par certains travaux assez récents que la bactérie peut se retrouver à l'intérieur d'amibes présentes dans l'environnement, aussi bien dans les sols que dans l'eau des abreuvoirs, où elle peut se conserver pendant un temps assez long. Donc on peut avoir comme ça, comme pour la tuberculose bovine d'ailleurs, probablement des persistances assez longues dans l'environnement qui passent par ce mode de conservation de la bactérie dans l'environnement. Alors après, en termes de symptômes associés à la paratube, la première des choses, c'est qu'elle est systématiquement fatale. Une fois déclenchée, il n'y a pas de traitement efficace contre la paratuberculose. Donc l'évolution, si on a le temps, on réforme rapidement l'animal avant qu'il ne dérive vers une non-valeur économique. Sinon, ça se termine à l'équarrissage. Le symptôme principal, c'est une diarrhée profuse qui est continue, sans présence de sang, ce qui permet de la différencier, par exemple, d'une salmonellose sur un bovin adulte. Donc une diarrhée régulière qui entraîne un amaigrissement rapide. Une fois que la maladie est déclenchée, l'amaigrissement est rapide. Il peut y avoir une possibilité de vaccination, mais avec une vaccination imparfaite. Un vaccin qui protège que partiellement, essentiellement contre les formes cliniques et ne protège pas vraiment contre l'infection. Et dans certaines zones où il y a des persistances ou des résurgences de tuberculose bovine, le vaccin
est soumis à autorisation préalable des services de l'État, et bien souvent, la vaccination est refusée. Par ailleurs, le vaccin interfère avec le diagnostic, donc la vaccination n'est pas vraiment une solution. Voilà donc pour les grands éléments. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors en termes de symptômes, ça donne ça, donc l'inflammation au niveau de l'intestin avec 2 diapos. En début d'évolution, en fin d'évolution, on a un intestin parcheminé, épais, et donc avec une couleur blanchâtre qu'on découvre à l'abattoir, et puis un animal avec donc la vache avec la queue levée, une diarrhée profuse et un amaigrissement de l'animal. Alors, maladie complexe également parce qu'on a un décalage entre l'infection ou la période de réceptivité du bovin. Donc, c'est le jeune veau qui est particulièrement sensible à l'infection paratuberculeuse. Donc, l'infection se joue dans le très jeune âge de l'animal, au contact d'un environnement infecté ou de sa mère si elle est infectée. Puis après, il y a une phase de latence qui peut être assez longue, en général jusqu'à 24 mois approximativement, un peu avant ou un peu après en fonction des conditions de résistance du bovin et d'environnement. Donc avec une phase où elle est complètement inapparente, elle n'est pas, on ne peut pas la dépister non plus. Et donc, c'est ce qui fait aussi la difficulté, c'est que l'infection est complètement déconnectée de la phase clinique qui apparaît beaucoup plus tard sur un animal adulte. Alors après, en termes de statut, il faut considérer que dans un élevage ou entre élevages infectés de paratuberculose bovine, vous allez avoir en fonction des conditions d'élevage, hein, des effets d'environnement d'élevage, mais vous avez aussi des effets, maintenant ça a été démontré par la recherche, des effets liés à la résistance naturelle des bovins, donc à la génétique des bovins, qui fait que dans les mêmes conditions d'exposition des animaux, dans les mêmes élevages, on va avoir des animaux plus ou moins résistants. Et dans des élevages infectés, on aura des animaux de statut différent. Donc dans certains cas, des animaux non infectés, des animaux infectés mais non excréteurs. Donc on a vu les jeunes, mais on peut aussi avoir des animaux adultes résistants qui sont infectés mais n'excrètent pas la bactérie. Ceux-là, ils ne posent pas de difficultés réelles tant qu'ils n'excrètent pas. Ensuite, ils passent à un statut d'excréteur intermittent. Donc de temps en temps, l'animal, à travers ses bouses, émet des bactéries et du coup contamine son environnement. Et la phase finale, c'est une phase d'excrétion permanente et très forte avec des milliards de bactéries par gramme de bouse. Et du coup, là, on a une contamination massive de l'environnement. La phase clinique, elle n'apparaît qu'en phase terminale, lorsque l'animal se met à excréter de façon massive dans l'environnement. Autre complexité liée à la paratuberculose bovine, c'est la partie diagnostique. Donc, en fonction des statuts qu'on a vus là précédemment, donc d'un excréteur, des animaux infectés, mais qui ne sont pas rentrés en phase d'excrétion, ils sont assez fréquents dans les élevages, c'est les animaux les plus fréquents, mais ils sont parallèlement très difficiles à identifier. D'abord parce qu'en PCR sur bouse, donc avec un test qui permet de détecter l'ADN de la bactérie sur la bouse, c'est négatif. Il n'y a pas d'excrétion, donc le test sur bouse est négatif. La sérologie est généralement négative. On peut avoir dans certains cas des faibles séropositivités, mais la situation générale est une sérologie négative. Et donc on a énormément de mal à identifier ces animaux-là. Après, en termes de risque, comme ils ne sont pas excréteurs, c'est un danger pour le futur du troupeau, mais à un moment donné, ils n'ont pas de risque puisqu'ils ne diffusent pas la bactérie dans l'environnement. Après, la catégorie suivante, c'est les excréteurs intermittents. Donc ceux-là, ils commencent à émettre des bactéries dans leur bouse. Ils sont plus faciles à dépister et ils sont plus problématiques pour le cheptel. Et puis la catégorie finale, qui est la catégorie numériquement la moins fréquente, eux, ils sont beaucoup plus faciles à identifier, aussi bien par PCR que par sérologie. Et ils constituent un risque très élevé pour le troupeau. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à les dépister assez simplement, puisqu'au niveau des tests, les tests fonctionnent plutôt bien sur cette catégorie de bovins. Alors, les enjeux de la paratuberculose, comme l'ont dit aussi bien Rémi que M. Perrin, ils sont importants en termes d'impact économique.
D'abord, parce que c'est une maladie insidieuse et très fréquente. Alors, on n'a pas de statistiques bien arrêtées, mais ce que l'on sait, c'est que c'est autour de 50% des élevages, alors avec des variabilités en fonction des types de production et des zones qui sont plus ou moins favorables au développement de la paratuberculose. Dans la zone Grand Ouest, où on a des données en zone laitière, on a entre 50 et 70% des cheptels laitiers qui sont infectés au sens où ils ont des animaux infectés. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont fortement infectés. Et c'est de l'ordre de 10 à 20% des cheptels qui, eux, sont plus fortement infectés. Ça, c'est pas au niveau des cheptels. En termes de bovins, c'est probablement entre 5 et 10% des bovins qui sont infectés. Ils ne sont pas tous détectables par les tests. Il n'y en a que 2 à 5% qui sont détectés par les tests lors de contrôles d'achat notamment. Mais la population infectée est plus élevée puisque les tests sont peu sensibles et donc c'est probablement entre 5 et 10% des bovins. Par ailleurs, c'est une maladie qui a été classée par la LSA, donc la loi de santé animale. Elle a été catégorisée en E, donc avec une surveillance et notification obligatoire. Donc, ce n'est pas une catégorie très contraignante pour l'instant, mais elle est malgré tout classée. Et on n'est pas non plus à l'abri d'un renforcement de la contrainte réglementaire à l'avenir. Donc, ce classement évolue, soit revu à l'initiative de certains pays, notamment du nord de l'Europe, qui auraient avancé vers une éradication de la paratuberculose et qui pourraient demander à ce que le niveau de contrainte augmente. Donc, on n'est pas à l'abri d'un renforcement de la réglementation sur la paratuberculose bovine. La diapo. En termes de coût, le coût, il est aussi bien pour l'éleveur avec les pertes directes et indirectes, donc les pertes d'animaux, les réformes anticipées lorsqu'on est sur des animaux qui sont suivis dans le cadre de plans où on demande à l'éleveur de réformer rapidement ses animaux. Ça peut être aussi lorsqu'un animal commence à dévisser, l'éleveur s'aperçoit que l'animal maigrit, il fait une réforme anticipée. Donc tout ça, ça a un coût direct. Il y a des coûts indirects sur les coûts de production, donc ça a été publié et démontré aussi bien sur la production laitière que sur le poids vif à l'abattoir. Et pour des animaux qui ne sont pas cliniques, hein, des animaux qui sont simplement infectés, qui n'ont pas de symptômes cliniques. Et lorsqu'on fait des statistiques, on s'aperçoit qu'il y a déjà une perte de production qui est forte, aussi bien pour la production laitière que pour la production de viande. Après, il y a des coûts pour les GDS qui sont les gestionnaires de la paratuberculose. Dans le Grand Ouest, on l'a estimé à peu près 250 000 euros de budget par GDS et par an. Donc, c'est des coûts récurrents. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Et puis après, il peut y avoir des impacts pour l'ensemble de la filière, avec un coût environnemental pour des animaux qui sont alimentés de façon normale, qui sont peu productifs, et donc avec un bilan carbone qui n'est pas satisfaisant. Un déphasage avec les attentes en matière de RSE, puisqu'on a des formes cliniques et on a des animaux qui se retrouvent régulièrement à l'équarrissage après une phase de dépérissement. Donc ça également ça interroge tout ce qui est la responsabilité sociale et environnementale. Et puis après, il y a la non prise en compte de l'émergence de nouveaux marchés, puisqu'en fait, dans certains pays, ils ont déjà commercialisé des laits avec une garantie cheptel indemne de paratuberculose bovine. Donc, dans une concurrence qui pourrait s'intensifier à l'avenir, on pourrait avoir aussi des problèmes d'accès au marché. Donc ça, c'est pour la partie économique, impact économique. Après, en termes de lutte, donc les GDS sont depuis 25 ans à peu près fortement impliqués dans la gestion de la maladie, mais plutôt côté clinique. Donc souvent, les actions des GDS démarrent après l'observation d'un ou plusieurs cas cliniques dans les élevages. Ça passe par des vétérinaires qui font des diagnostics de terrain et qui confirment la présence de la paratuberculose bovine. Donc à ce moment-là, les GDS entament leur action. Ça passe par des mesures de protection des veaux. Ça passe par des mesures aussi de dépistage et élimination des animaux infectés et contagieux, donc les fameux 3 croix qu'on a vu tout à l'heure et qui sont très contagieux. Et le constat, c'est qu'on est sur des temps longs. C'est des actions qui sont démarrées en moyenne pour 5 ans en cheptel laitier, parfois beaucoup plus en élevage allaitant, et avec des résultats qui sont pas toujours, qui sont parfois très bons. Dans 25 à 50% des cas, ça a été évalué à peu près. On a vraiment des résultats d'éradication complète de la maladie. Ça peut arriver. Mais on a aussi, dans au moins la majorité, dans au moins la moitié des cas, une disparition de la clinique, une baisse de l'infection, mais malgré tout persistance
avec des risques de résurgence au bout d'un certain temps lorsque l'action des GDS s'arrête. Pendant quelques années, la situation est stabilisée et puis au bout de quelques années, ça repart et l'infection se redéveloppe et du coup, les GDS, dans ces cas-là, réinterviennent avec comme ça des plans qui parfois peuvent se pérenniser sur un temps très long. Voilà, donc là, ça, c'est sur la partie maîtrise. Et puis, pour terminer, ce qui est fait de façon à peu près générale aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, lorsqu'il y a une action sanitaire pilotée par les GDS, c'est dépistage à partir de 24 mois, parce qu'avant, les tests sont peu sensibles, donc il n'y a pas d'intérêt à dépister avant. Donc, on commence à dépister à partir de l'âge de 24 mois. Lorsqu'on a un résultat négatif, on constate un résultat négatif, ce n'est pas forcément la preuve de la non-infection du bovin, et en répétant les analyses, on arrive à attribuer, avec la répétition des analyses, un niveau de confiance dans le fait que l'animal ne soit pas infecté. Mais parfois, ça prend 3, 4, 5 dépistages sur le même bovin avant d'avoir la certitude que l'animal n'est vraiment pas infecté. Et en cas de résultat positif, c'est systématiquement la réforme du bovin pour casser le cycle d'infection dans le cheptel qui est demandé aux éleveurs. Je pense que c'était la dernière diapo et je reviendrai un peu tout à l'heure. Merci beaucoup Arnaud. Je pense qu'on a 2-3 minutes pour des questions et puis en fin de webinaire, il y aura même un grand temps questions, donc on pourra reposer d'autres questions à Arnaud si on n'a pas le temps maintenant. Dans la conversation, il y a déjà une première question qui est: quel est le niveau de contagiosité de la maladie? Alors, le niveau de contagiosité, il est très grand sur le jeune veau, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, c'est le jeune veau qui est réceptif. Donc, un jeune veau qui va être dans un environnement très contaminé par des bouses. À l'origine, c'est les bouses des adultes hein, qui contaminent l'environnement, mais ensuite, donc aussi bien l'eau que l'aliment, que l'environnement de l'élevage. Les veaux ont des comportements de léchage aussi, donc ils peuvent lécher des murs, des barrières, le veau d'à côté. Et à ce moment-là, donc si l'environnement est contaminé, ce qui est le cas à peu près général lorsqu'on a une paratuberculose qui circule dans un élevage, le risque d'infection du jeune veau est très élevé. Alors, c'est toujours difficile de donner un score, mais le risque d'infection du jeune veau est très élevé. Et plus l'animal prend de l'âge, et plus ce risque baisse. Et on estime qu'au bout de 6 mois, il est quasiment résiduel. Le risque d'infection est quasiment résiduel. Donc, en gros, l'infection se joue dans les premiers jours de la vie du veau, éventuellement dans les premières semaines, et puis avec le temps, le risque devient résiduel. Merci Arnaud. Il n'y a pas d'autres questions dans la conversation. Si des fois vous n'arrivez pas à poser vos questions dans la conversation, n'hésitez pas à lever la main hein, dans ces temps d'échange. On peut, voilà, il y a une main levée. Franck, merci de vous présenter, de poser votre question à Arnaud. Oui, bonjour, Franck Billet, directeur de recherche INRAE. Donc, moi, j'ai participé au projet Paradigme côté bactéries, paratubes. J'avais une question à Arnaud parce que j'ai vu, il y a des études au niveau anglais notamment qui a vraiment un facteur aggravant pour la présence de paratubes avec Mycobacterium bovis, donc l'agent de la tuberculose bovine. Est-ce que tu as des éléments de ce côté-là qui montrent que quand on a des zones avec une forte prévalence paratube, on a aussi un risque plus élevé d'avoir de la tuberculose bovine? Alors, on a très peu de foyers de tuberculose bovine, heureusement, hein, mais on en a quand même. Et pour ceux que je connais, moi, ce que je constate, alors la publication que tu évoques, Franck, je l'ai vue aussi. Donc, visiblement, ce risque supplémentaire d'infection tuberculeuse lorsqu'il y a de la paratube. Et moi, ce que je constate dans les foyers qu'on a dans l'Orne, c'est qu'on a quasiment systématiquement de la paratube aussi dans ces élevages-là. Alors, c'est pas une preuve, hein, mais Non, non, c'est un constat de terrain. c'est un faisceau Euh, d'arguments peut-être. c'est un constat de terrain. Après, les deux mycobactéries se plaisent dans le même environnement aussi. Et donc, voilà, il y a peut-être aussi le fait qu'elles se plaisent bien toutes les deux dans ce même type d'environnement. Très bien, merci Arnaud. Merci. Alors, je vois qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à poser leurs questions dans la conversation. Alors, je vois qu'il y a un autre onglet qui s'appelle Q&R, donc pour questions et réponses. Pour ceux qui n'y arrivent pas dans la conversation, vous pouvez utiliser le deuxième onglet.
au moins essayer. Dans les questions, Arnaud, il y a, quel est le rôle des anticorps dans le colostrum? Alors, le rôle des anticorps dans le colostrum, hein. Alors, sachant que les séroconversions sont plutôt sur des évolutions de fin, lorsque l'animal devient clinique ou avant de devenir clinique, il va séroconvertir quelques semaines, quelques mois avant de devenir clinique, et parfois fortement séroconvertir. En général, on a quasiment pas d'anticorps, on a peu d'anticorps dans le colostrum. À ma connaissance, j'ai jamais vu de publication associant une protection de l'infection du veau par un colostrum qui serait riche en anticorps dirigés contre la paratuberculose bovine. À ma connaissance, ça n'existe pas. Alors sur des mères vaccinées, j'ai pas vu ça non plus. J'ai pas de connaissances, j'ai pas vu d'article à ce sujet-là. Donc je peux difficilement répondre, mais comme la protection, l'infection contre la paratuberculose ou la protection de l'infection passe plus par une immunité cellulaire locale que par une immunité générale humorale, donc avec des anticorps, je ne suis pas certain que le fait d'avoir un peu d'anticorps dans le colostrum permette de limiter le risque d'infection des veaux. À mon sens, ça ne protège pas du tout. Mais après, j'ai pas de données factuelles pour étayer ça, quoi. Merci. Une dernière question, et après on passera à la présentation de Marie-Pierre. Un veau né à la pâture et qui y reste, a-t-il un risque de contamination plus faible qu'un vélage en bâtiment et un élevage en case? Alors la réponse clairement est oui, parce que la contamination environnementale est beaucoup plus élevée dans les bâtiments, notamment dans les nurseries, lorsqu'on fait des prélèvements d'environnement. Donc on fait ça dans nos gestions de plants avec des pédichiffonnettes, on récupère des prélèvements qui soient représentatifs des environnements. Et lorsque on recherche l'ADN de la bactérie sur ce genre de prélèvement-là, réalisé dans des nurseries, avec donc une concentration d'animaux, on retrouve quasiment systématiquement des bactéries à des niveaux parfois très élevés, dans un milieu confiné, favorable au maintien aussi à la survie de la bactérie, puisqu'il n'y a pas d'UV notamment, et des conditions d'ambiance et des conditions d'immunité qui sont plus favorables. Dès qu'on se retrouve à l'extérieur, cet effet de confinement et d'environnement favorable à la conservation de la bactérie joue beaucoup moins. Donc, effectivement, les vélages extérieurs sont protecteurs par rapport aux vélages à l'intérieur des bâtiments. Merci Arnaud. Je propose d'enchaîner avec la présentation de Marie-Pierre. On reviendra éventuellement tout à l'heure s'il y a d'autres questions pour toi. Donc Marie-Pierre, chercheuse à INRAE dans l'UMT IBIS, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la partie génétique et plus particulièrement des indicateurs génomiques de résistance à la paratuberculose. Donc, est-ce qu'on peut changer de diapositive? Merci. Donc, juste quelques rappels avant de parler des résultats qu'on a obtenus pour la paratuberculose. Donc, qu'est-ce qu'un index? Un index, donc c'est une estimation de la valeur génétique d'un individu, c'est-à-dire ce qu'il transmet en espérance à ses descendants. Et depuis une quinzaine d'années, dans les grandes races bovines laitières, ces index sont génomiques, hein, c'est-à-dire qu'ils sont déduits de marqueurs qui sont lus sur le génome via les génotypages puces. Et pour calculer ces index, on a besoin d'une population de référence, donc qui correspond à une population d'animaux qui ont à la fois des phénotypes et des génotypes, ce qui nous permet d'estimer les effets des marqueurs. Donc, une fois qu'on a estimé ces effets, ils peuvent être appliqués à tout animal génotypé, ce qui permet de lui calculer un index. Alors, depuis le projet, le consortium Paradigme, on a une remontée en masse de phénotypes. Et donc, aujourd'hui, dans la base de données, on a environ 700 000 phénotypes disponibles qui correspondent à des statuts positifs, négatifs ou douteux quand ils sont intermédiaires pour des vaches. Et dans cette base de données, actuellement, on a 45 codes de race différents. Parmi ces 700 000 phénotypes, on en a un peu plus de 300 000 en race Holstein et 127 000 en race normande. Donc, sur cette
sur ce jeu de données, on va dire, de base, il faut qu'on applique un certain nombre de filtres avant, d'arriver à notre population de référence pour avoir ensuite des résultats, fiables. Donc d'une part, on enlève, bien sûr toutes les vaches qui ont un statut, douteux. Parmi les vaches, négatives, on ne garde que celles qui ont plus de 3 ans pour être sûr qu'elles ne sont pas dans la période, de latence. Par ailleurs, on ne garde que les vaches qui sont nées dans un élevage avec au moins une positive et une négative contemporaine. Alors déjà pour être sûr, que les vaches ont été, en contact avec la bactérie. Sinon on ne peut pas savoir si elles sont résistantes, ou sensibles, et également pour pouvoir estimer un effet élevage, de manière relativement, fiable. Donc une fois qu'on a appliqué tous ces filtres, donc vous voyez on réduit assez fortement, la population puisqu'on passe de 127 000 vaches à 34 400 vaches, mais qu'on considère, on considère que ces vaches ont un statut, relativement fiable pour la paratuberculose. Et parmi ces vaches, actuellement, on en a 5 759 qui sont génotypées, soit parce qu'elles ont été génotypées, pour la sélection génomique, soit parce qu'elles ont été génotypées spécifiquement pour, enrichir la population de référence paratuberculose, via un projet, qui a été financé par Apigel. Et donc parmi ces 34 400 vaches, on en a 25 588 qui ont un statut négatif à la paratuberculose et 8 812, positives, donc qui peuvent être des cas, subcliniques ou cliniques. Donc, à partir de cette population, de référence, on applique un modèle, d'analyse donc qu'on appelle le single step, qui a l'avantage de permettre de prendre en compte toute l'information qu'on a à disposition, donc y compris, celle des vaches qui ne sont pas génotypées, par exemple, mais également, on prend en compte, les génotypes, des taureaux, et donc cette information se répercute ensuite sur les descendantes de ces taureaux. Grâce à cette approche, à cette méthode, on peut, établir des équations de prédiction, donc à partir, des effets des marqueurs qui sont estimés, et ces équations peuvent être appliquées à tout animal qui est génotypé pour avoir, son indicateur génomique. On peut passer, merci. Donc on a pu estimer l'héritabilité, de la résistance à la paratuberculose donc, en race normande, et on a à peu près la même chose en race Holstein. Donc cette valeur est de 0,15, sachant que l'héritabilité varie, entre 0 et 1. Donc c'est une valeur qui est plutôt, très modérée, mais qui est équivalente à celle qu'on a, par exemple sur les taux cellulaires, dans le lait, et donc qui permettent quand même d'envisager, une sélection. On a pu aussi, par ailleurs estimer, la précision, des prédictions génomiques, qu'on peut calculer, dans une population de validation. Donc, on estime cette précision via, ce qu'on appelle le CD, donc le coefficient de détermination, qui, est en fait le carré de la corrélation entre les index qu'on calcule et le phénotype qu'on a par ailleurs dans cette population, divisé par, l'héritabilité du caractère. Et donc on voit qu'en race normande, il est d'environ, 0,5, et c'est pas très différent de ce qu'on a en race Holstein, puisqu'en race Holstein, on l'a estimé à 0,55. Donc avec cette valeur, de CD, on peut s'attendre à avoir des prédictions génomiques, relativement, précises. Et ce qui est important de considérer, c'est que, plus la population de référence va s'enrichir, va s'agrandir, plus cette valeur, cette précision, va augmenter, et plus on va être efficace, quand on va sélectionner les animaux. Alors ici, vous avez la distribution de ces index, dans la population normande, donc en fait, qui correspond à l'ensemble des animaux génotypés en race normande. Donc on voit que déjà elle a une forme, tout à fait, normale. Et on observe une variabilité assez grande de ces index, avec des animaux qui peuvent être très sensibles ou au contraire, très résistants, et donc des possibilités, de sélection. Merci. Donc ce qu'on a pu faire également, c'est estimer l'évolution, de la résistance à la paratuberculose, donc en calculant la moyenne des index par année de naissance des animaux. Donc on l'a fait, pour, les taureaux, en ne gardant que les taureaux qui avaient au moins 10 filles avec phénotype, et pour les vaches avec phénotype. Donc les taureaux sont en vert et les vaches, en rouge. Et on voit qu'on observe, alors il n'y a pas de dégradation,
a priori de ces index de résistance, voire même une évolution plutôt légèrement favorable, même si elle reste modérée, puisque en 15 ans, voilà, on a une augmentation d'environ un demi-écart type génétique. Et donc on pense que, alors bien qu'on n'ait pas du tout sélectionné ce caractère directement, on pense que, cette évolution peut être liée à une sélection indirecte sur d'autres, caractères, d'autres index, puisqu'on a pu constater, des corrélations, légèrement, favorables avec, d'autres index comme, par exemple le lait, celui du lait. Merci. Donc là, ici, vous voyez, on a représenté le facteur, de risque, hein, qu'on a pu estimer dans la population de validation, donc avec en ordonnée, le risque relatif, en fonction des valeurs d'index, génomique. Et donc ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est, qu'une vache qui a un index, génomique de +1 a 2 fois moins de risque d'être malade qu'une vache qui a un index, génomique de 0. Et c'est la même chose quand on regarde les index négatifs. Une vache, qui a, un index génomique de -1,5 a à peu près, 2 fois plus de risque d'être malade qu'une vache qui a un index génomique de 0. Donc ça semble marcher, relativement bien. Alors que comment faire si on veut, avoir cet indicateur? En fait, tout éleveur, peut, faire appel à un conseiller, donc qu'il soit génétique ou sanitaire, pour, un prélèvement d'échantillons biologiques. Cet échantillon, va ensuite être envoyé au laboratoire, pour génotypage. Une fois que le génotypage est fait, il va alimenter une base de données qui est utilisée, par Généval pour calculer les index et ensuite, ces index sont, distribués par Valogène, en même temps que les index, pour les autres caractères. Voilà. Et puis là, pour cette partie-là, je vais, repasser la parole, à Arnaud. Merci. Du coup, il y a une partie question là, ou sur la partie génétique, ou Oh, vas-y, fais les 3 Ouais, diapos et on fera ouais, les ouais, il y a questions. que 3 diapos, ouais. Donc après, ça rejoint un petit peu ce que vient de présenter Marie-Pierre sur le risque relatif d'infection en fonction des classes de résistance. Donc en fait, l'indicateur qui a été produit, l'indicateur génétique, il est aujourd'hui utilisé sous forme de classes. Donc il y a 4 classes qui ont été définies, avec une classe très sensible. Ça représente à peu près 5% de la population sur ce qu'on a vu sur les animaux génotypés, ou les animaux qui ont été avec indicateur. Les animaux sensibles, donc eux, représentent 20% de la population. Les animaux dits intermédiaires, c'est les plus nombreux, ils représentent à peu près 50% de la population. Et puis on a des animaux résistants qui représentent 25% de la population. Après, quand on croise avec des résultats de sérologie disponibles dans ces différentes classes de résistance, eh ben, on s'aperçoit que le risque de séropositivité sur des animaux exposés au même risque, hein, parce qu'on on compare des choses comparables, donc sur des animaux exposés au même risque d'infection par la paratuberculose, on a une probabilité d'être séropositif, donc infecté, puisque le test est très spécifique, il est peu sensible mais très spécifique. Donc lorsqu'on a un résultat positif, on a une confiance dans le résultat positif. Ben, le risque est beaucoup plus élevé et régulièrement décroissant avec la classe de résistance à la paratuberculose bovine. La diapo suivante. Alors, ce qu'ouvre l'indicateur génomique dans la gestion de la paratuberculose, c'est que c'est un outil supplémentaire pour améliorer la lutte. Donc, ça ne règle pas tout, ça ne réglera pas tout, mais c'est un outil supplémentaire pour arriver à une échelle plus globale, collective, arriver à une gestion, à une maîtrise de la maladie. Donc il y a deux voies sur lesquelles travailler. Il y a la voie mâle, et là c'est principalement les entreprises de sélection qui sont à la manœuvre, puisqu'il s'agit donc d'identifier des taureaux dans les 4 classes de sensibilité ou de résistance qu'on a vues, dans le schéma de sélection des taureaux pour production de semences.
et du coup d'avoir des règles de gestion pour aller sortir des schémas les animaux les plus sensibles, les taureaux les plus sensibles, et identifier dans les catalogues qui sont fournis par les entreprises les taureaux les plus résistants. Donc ça, c'est déjà en place aussi bien dans race normande qu'en race Primostein. Et c'est un moyen puissant et efficace d'améliorer, via l'insémination artificielle, le niveau de résistance des troupeaux. Après, la deuxième voie sur laquelle on peut travailler, c'est la voie femelle. Et là, les GDS sont impliqués, de même que les entreprises de sélection, puisqu'il s'agit là donc d'aller identifier les animaux les plus sensibles dans les élevages que l'on suit dans le cadre des plans sanitaires, et d'adapter nos règles de gestion au risque d'infection de l'animal qui est lié à son statut génétique. Donc ça, c'est pour la partie GDS. Et pour la partie plan d'accouplement, ça consiste à améliorer, lorsqu'on veut garder une souche génétique parce qu'intéressante sur d'autres caractères, et notamment sur des caractères de production, si la vache se révèle intermédiaire ou sensible, améliorer son niveau de résistance en mettant des taureaux dans le cadre de plans d'accouplement qui sont des taureaux résistants à la paratuberculose, qui permet d'avoir des issues, des génisses qui, en moyenne, avec une variabilité, mais en moyenne, sont plus résistants à la paratube que leur mère. Donc, c'est les deux grandes voies sur lesquelles on peut travailler. Donc après, maintenant, en termes sanitaires, pour le GDS, c'est vraiment récupérer cet indicateur génomique et l'utiliser à bon escient dans le cadre de nos plans. Le gros intérêt, c'est que c'est une information disponible dès la naissance à partir du moment où la génisse est génotypée, hein. Donc il faut effectivement que cette habitude de génotypage soit de plus en plus partagée par les éleveurs et soit réalisée précocement pour que l'information soit disponible très précocement. Pour un coût raisonnable, puisque le coût du génotypage, il baisse avec les évolutions technologiques qui permettent de faire baisser le coût. Donc on est aujourd'hui arrivé à des coûts qui sont tout à fait raisonnables pour avoir un génotypage complet et une indexation complète. Mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas oublier de gérer les fondamentaux. Ce n'est pas parce qu'on gère la génétique qu'il faut oublier tous les effets d'environnement, les effets de terrain. Donc les effets alimentaires, les effets de gestion du parasitisme, de maladies associées dans les élevages, d'hygiène des veaux, de densité d'animaux dans les bâtiments. Et tout ça doit être géré en plus du côté dépistage des animaux et du côté génétique pour arriver à la meilleure efficacité possible. Diapositive suivante. Donc en termes de gestion, pour ce schéma résume un petit peu ce qu'apporte la génétique dans la gestion de nos plans d'assainissement sanitaire. C'est que la nouveauté, c'est les petites icônes à gauche, là, où avec la génétique, on est capable maintenant d'avoir un profil résistant intermédiaire sensible, très sensible. Donc d'identifier précocement le niveau de résistance du veau. Et donc, là où précédemment, il fallait attendre les 24 mois, la première analyse de laboratoire, sérologie ou PCR, avant d'avoir une première idée du statut infectieux de l'animal, on peut déjà évaluer un risque précoce, très précocement, qui est lié à la génétique et à l'exposition du veau dans son environnement d'élevage. Donc ça, c'est une information qui est très précieuse. Alors, les animaux résistants, on peut imaginer d'alléger assez rapidement le dépistage réalisé dans le cadre des plans, puisque le risque initial est faible, et donc après quelques analyses sur quelques années, peut-être 2 à 3 ans, on peut déjà imaginer d'alléger les plans ou de les faire de façon de passer de dépistage annuel à des dépistages qui soient plus échelonnés. Sur des animaux de statut intermédiaire, rester avec le process actuel, dépistage régulier dans les GDS, c'est une fois par an. Et par contre, si on est sur des animaux très sensibles, la meilleure règle, c'est de réformer. Donc, si c'est une petite femelle, de ne pas la garder pour le renouvellement du troupeau, et donc de conseiller à l'éleveur de la faire partir, soit de la faire partir en veau de boucherie, soit de la garder, de l'engraisser et puis de la faire partir. Et si c'est un animal de grande valeur génétique et que l'éleveur souhaite la conserver absolument, on peut imaginer d'avoir un process de dépistage beaucoup plus régulier sur ce genre de profil,
avec des analyses plus précoces, par exemple en PCR, pour identifier le plus rapidement possible et le plus précocement possible si cet animal très sensible, exposé à la paratuberculose dans son élevage, a bien été infecté, confirmer l'infection. Et donc, c'est vraiment d'arriver à une gestion individualisée sur la base du statut génétique du bovin. Je crois que c'est la dernière diapo, me semble-t-il. Merci beaucoup Arnaud, merci à Marie-Pierre. Donc avant de basculer sur la deuxième partie du webinaire avec l'utilisation terrain de ces indicateurs génomiques, je vous propose 5 minutes d'échange, de questions avec s'il en reste. Il y en a une première qui a été posée par François Guillaume là. Est-ce que les classes en Holstein et en Normande ont été définies de la même façon? Est-ce que la proportion d'animaux dans ces différentes classes est la même dans les deux races? Qui répond, c'est Marie-Pierre. Arnaud. Alors, je te laisse répondre, Arnaud. Je pense que tu sais sans doute mieux que moi. Oui, alors les classes ont été définies. Les classes sont les mêmes, donc c'est les mêmes. Marie-Pierre montrait une courbe de Gauss avec une distribution allant en gros de -2 à +2, avec des extrêmes mais qui sont très peu représentés. Et la distribution est quasiment la même en Normande qu'en Primostein. Donc, les classes ont été définies sur les mêmes seuils. Donc en Normande et en Primostein, c'est pareil. Et en termes de quantité de bovins dans chaque classe, c'est à peu près équivalent aussi. C'est à peu près pareil. Hein. Merci Arnaud. Il y a une autre question. Aurons-nous les index sur les animaux déjà génotypés et si oui, à partir de quand? Je peux répondre Vas-y. éventuellement. Donc, effectivement, donc, les index sont calculés pour tous les animaux génotypés, y compris ceux du passé. Et normalement, ils ont dû être envoyés. Mais j'imagine qu'ils ont été calculés, sont disponibles au niveau de Valogène, mais après, c'est une histoire de. Il faut qu'ils soient demandés, entre guillemets. Enfin, Voilà, après, je sais pas ça. faut faire Alors, appel à son conseiller, j'imagine. pour compléter, sur les Normandes, l'historique a été repris in extenso. Il n'y a pas eu de limite dans la reprise historique, puisque les effectifs sont plus faibles. Donc, toutes les vaches génotypées ont été indexées. Dispose d'un indicateur, et en race Primostein où les volumes sont plus importants, on a pris 5 ans d'historique. Donc les vaches qui ont été génotypées au-delà de 5 ans avant avril 2022, puisque la commercialisation a commencé en avril 2022, donc ça fait 2017, les vaches nées avant 2017 ne disposent pas d'index. Voilà, et du coup après, donc la reprise historique est disponible pour la zone Grand Ouest, a déjà été diffusée au GDS et puis aux éleveurs. Et pour la zone hors Grand Ouest, les éleveurs ont dû les récupérer également. Par contre, les GDS n'en disposent pas, puisque ils sont disponibles au niveau de la plateforme sanitaire de GDS France. Mais ça suppose de mettre en place une bascule de transmission de l'information qui n'a pas été encore réalisée, je crois. David pourra, une Wabot qui doit être en ligne, pourrait compléter éventuellement. Oui, mais c'est exactement ça, Arnaud, tout à fait. C'est en cours de réalisation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marie-Pierre et Arnaud avant qu'on bascule sur la deuxième partie? Vous pouvez aussi lever la main si vous ne parvenez pas à écrire vos questions dans la conversation. Une main se lève. Pas d'autres questions. Alors, il y en avait une, mais j'ai vu que David avait à peu près répondu dans la conversation. Il y avait une question sur les super excréteurs. Peut-on rappeler le rôle des super excréteurs, Arnaud? Alors les super excréteurs, c'est c'est les 3 croix là, qui étaient présentées dans le cadre du diaporama. Donc c'est des bovins particulièrement sensibles. On rejoint le statut génétique, hein, c'est les animaux hypersensibles, les 5% de la population. Qui vont être particulièrement donc sensibles et qui vont déclencher l'excrétion plus précocement que les autres, à un niveau plus élevé, et qui vont démarrer une forme clinique avec une probabilité beaucoup plus élevée que les autres.
notamment que les résistants. Alors, plus ils sont dans des conditions d'élevage défavorables, et plus ça sera précoce. Mais un animal infecté hypersensible, donc un type super excréteur, même placé dans un élevage où les conditions de maintien d'environnement, les pratiques d'élevage sont bonnes, risque malgré tout de déclencher une entérite paratuberculeuse. Si François Guillaume a levé la main. Oui, bonjour à tous. J'avais une question concernant l'emplacement des QTL là, qui permet de catégoriser les différentes classes. Là, c'est relativement similaire par rapport à la Primolstein. On est un peu sur les mêmes chromosomes. Alors, il y a des choses communes, hein. En particulier, un QTL qui a été détecté sur le chromosome 23 dans la région du complexe majeur d'histocompatibilité. Ça, on le trouve dans les deux races. Mais après, on trouve des QTL plutôt spécifiques de chaque race ça semble être un caractère plutôt polygénique, donc déterminé par plusieurs gènes. Ok. Et ensuite, on a une question sur quel est le coût d'une indexation alors complète, je ne sais pas ce que signifie complète, mais on va dire au moins quelqu'un qui fait appel à son conseiller là, pour avoir les indicateurs paratube, on a une idée du coût. Alors, la prestation, elle va du prélèvement jusqu'au rendu de résultat. Donc, elle intègre du matériel de prélèvement, elle intègre des frais de laboratoire donc, pour aller faire du génotypage, elle intègre des frais d'interprétation, d'indexation, puis de redescente du résultat vers donc, le demandeur initial, qui passe par différents canaux, et puis elle intègre aussi la rémunération de la propriété intellectuelle, donc du travail qui a été fait, la rémunération du travail qui a été fait. Et l'ensemble de la prestation, alors ça dépend grandement des entreprises qui commercialisent ce genre de service. Donc je ne m'avance pas, mais si on est en fonction des volumes réalisés par les éleveurs et des politiques des entreprises, si on donne une fourchette entre 25 € et 45 €, je pense qu'on est par animal, je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, si quelqu'un veut me compléter sur la partie tarif, Il y a, peut-être possible. il y a Nathalie qui interviendra tout à l'heure qui dit que c'est 34 € chez Innoval. Donc j'étais pas mal au niveau de ma fourchette. C'est ça. Merci beaucoup Arnaud et Marie-Pierre. Je vous propose de basculer sur la deuxième partie du webinaire, qu'on va commencer par une vidéo de témoignage. Bien sûr, vous m'indiquerez rapidement si des fois le son ne passe pas. Ça passe. Je suis Antoine Gervais, j'habite à La Palue, en Mayenne. J'ai 37 ans, je suis installé en individuel depuis le 1er février 2012. Donc j'ai 60 hectares et 430 000 litres de lait en race pure Primolstein. La paratuberculose était historique à l'élevage avant que je m'installe, du temps de mon oncle, depuis 2005 à 2006. Et en 2015, j'ai fait le choix de faire un plan de lutte avec Pascal Lebéguec du JDS, donc de 2015 à 2020. Et malgré les 5 ans de suivi, il y avait encore des cas positifs, donc j'ai fait le choix de continuer le plan de lutte jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 2016, je fais du génotypage sur l'ensemble de mes génisses. Donc mon troupeau est intégralement génotypé. Donc avec l'aide du centre d'insémination, on a mis en place cet index-là pour le plan d'accouplement, pour justement utiliser au mieux l'index. Donc soit les génisses qui étaient mal indexées sur ce critère-là, soit faire du croisement, ou alors mettre un taureau méliorateur. Je constate que l'index paratuberculose est complémentaire avec le plan de lutte du GDS. Pour un assainissement complet, je conseille le dépistage sanitaire en lien avec les index. Je suis Pascal Lebéguec, je travaille depuis une vingtaine d'années au groupement de défense sanitaire
et je m'occupe plus particulièrement de la paratuberculose. Alors ici, la paratuberculose s'exprimait cliniquement de manière assez prononcée. Donc avec M. Gervais, on a décidé de mettre en place un suivi avec des dépistages réguliers, ce qui a permis de supprimer très rapidement les cas cliniques et de détecter le réservoir de l'infection. La paratuberculose reste une maladie qui est assez sournoise et difficile à éradiquer, donc il nous arrive de trouver de temps en temps, par-ci par-là, un bovin positif. Alors les dépistages ne font pas tout, il faut impérativement rompre le mode de contamination et donc on met en place des mesures sanitaires autour de l'élevage du veau pour limiter les risques de contamination et par le renouvellement ainsi assainir le troupeau. En tant que conseiller sanitaire, l'apport de l'indicateur paratuberculose est un énorme progrès parce qu'il va permettre de gagner en efficacité dans nos plans d'assainissement. Ici, par exemple, on va adapter la fréquence de dépistage en fonction du statut génétique de chaque animal et cibler plus particulièrement les souches les plus sensibles. Charlène Rioux, technicien conseil sur le secteur depuis 9 ans et je suis l'élevage d'Antoine Gervais pour les inséminations et le plan d'accouplement. Antoine Gervais utilise le génotypage depuis 2016 et donc à l'apparition de cet indicateur dans les résultats de génotypage, on a pu utiliser les résultats pour mieux gérer notre tri de femelles en fonction des objectifs de l'éleveur et des résultats de l'indicateur. Dans les élevages que je suis qui sont concernés par la paratuberculose, je constate que les résultats de génotypage sont vraiment très importants et les éleveurs ils font vraiment bien attention pour trier leurs femelles. Nos outils d'accouplement nous permettent aussi de faire attention à cet indicateur. On peut y rentrer des seuils de vigilance en fonction des élevages et nous avons des alertes lorsque les choix des taureaux ne sont pas judicieux. En tant que conseiller génétique et renouvellement, je trouve que cet indicateur est très important. Il permet de mieux trier les femelles, de savoir sur lesquelles mettre du sexé, du conventionnel ou du croisé. Là, pour le film que j'espère qui est bien passé chez tout le monde, Gwenaëlle, est-ce que tu peux repartager le diaporama, s'il te plaît? Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de basculer donc sur des interventions de conseillers sur l'utilisateur des indicateurs, on va dire en complément de cette vidéo, et on va commencer en donnant la parole à Pascal Lebéguec, que vous avez vu dans la vidéo, sur l'utilisation des indicateurs en élevage. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Très bien, merci Ouais. Pascal. Alors, j'ai des problèmes de connexion, moi ça se déconnecte assez régulièrement, donc j'espère que ça va tenir, le temps que j'intervienne. Ça c'est pas à moi. Cette diapo, c'est pas à moi. Voilà. Oui, donc je vais vous présenter, la façon dont on gère de manière pratique les plans d'assainissement dans notre département. Donc on a 66 élevages laitiers qu'on suit actuellement, on a 22 qui génotypent et je vous ai mis dans le tableau par race le nombre d'élevages que l'on avait en gestion. Donc 36 élevages en Primostein, dont 13 génotypes, 16 en Normande et 7 génotypes. Et puis on a 8 élevages mixtes Normand, Primostein et 2 génotypes. Et on a 6 élevages avec 2 de races, donc c'est des Montbéliardes ou des Jersiaises ou des croisés. Diapo suivante, voilà. Donc ça, c'est un exemple de suivi, un exemple de document qu'on rend à l'éleveur. Donc on met alors j'ai pas mis tout sur la diapo parce que ça passe pas. Donc on met le numéro à 10 chiffres, le numéro de travail, le nom de l'animal parce que certains éleveurs raisonnent avec le nom de l'animal plus qu'avec le numéro.
la date de naissance, le code race et les séries de dépistage que l'on fait successivement d'année sur l'autre. Donc, on a février 2022 pour celui-ci, mars 2023 et février 2024. Donc, c'est un élevage qui a fait 3 dépistages. Ça fait 3 ans qu'il est en plan d'assainissement. On fait des mélanges de sérum de 10 et on reprend les mélanges lorsqu'on atteint le seuil de 10%. On considère qu'il y a un risque de trouver des animaux positifs dans un mélange qui est au-dessus de 10%, donc on le reprend en individuel. Donc les notes que vous avez en individuel, ce sont des animaux qui étaient dans des mélanges considérés comme positifs. Alors, on a la première, la 3108 opération qui n'a pas réagi durant les 2 précédents dépistages et qui réagit très fortement à 208% en février 2024. Donc, on peut considérer que c'est une bête qui est extrêmement contagieuse, qui excrète énormément et dont la réforme doit être prioritaire. Ensuite, on a STEP, la 3676, qui, elle, réagit plus modérément, mais ça devient quand même sérieux à pratiquement 100%. Et puis 2 bovins qui étaient douteux en 2023 avec des seuils à 43. Alors oui, j'ai pas dit le seuil douteux est entre 45 et 55 et le seuil positif est à plus de 55%. Donc on a des animaux qui étaient douteux en 2023 et qui finalement sont dans des mélanges considérés comme négatifs en 2024. Donc on va continuer à les surveiller quand même parce qu'il y a eu un doute à une période de leur vie. Diapo suivante. Alors ça, la diapo précédente, c'était sans génomique. Là, je vais introduire la génomique. Donc le phénotype, on le définit par une analyse individuelle. Donc ce phénotype va se préciser au fur et à mesure qu'on va faire des dépistages. Donc il évolue au fil du temps. En revanche, l'exposition et le génotype, eux, sont fixés à la naissance, puisque les animaux naissent dans un environnement au contact d'animaux plus ou moins excréteurs. Et le génotype, il est défini aussi à la naissance, parce que c'est une héritabilité de leur père et de leur mère. L'exposition des veaux, aujourd'hui, on utilise en Mayenne que l'indicateur TANK, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements tous les mois de janvier, février, on dose le taux d'anticorps dans les tanks, ça nous donne une indication sur le risque d'héberger ou non de la paratuberculose. Et donc, cet indicateur TANK nous oriente vers une exposition que les veaux ont eu dans leur jeune âge. Ils sont nés dans une période où il y avait une exposition plus ou moins importante. La pression environnementale, on fera des PCR d'environnement, ça, on ne la prend pas en compte. Les cas cliniques, année de naissance non plus. La prévalence sérologique, année de naissance non plus. Et les conditions d'élevage non plus, parce que c'est multicritères. Et comme on fait ça pour l'instant manière manuelle, on n'a pas de logiciel et d'algorithme pour calculer tous ces paramètres. Donc on fait ça avec du jus de cerveau. Donc je fais ce que je peux avec le cerveau que j'ai. Donc je ne multiplie pas les indicateurs et les paramètres pour faire mon calcul d'exposition. Et le génotypage, le génotype est défini par le génotypage à la naissance. Donc ces 3 critères, phénotype, exposition et génotype, on va les prendre dans le raisonnement et l'orientation qu'on va donner à l'éleveur. Allez-y, voilà. Le phénotype, on l'a défini en Grand Ouest avec des favorables, défavorables. Un phénotype très favorable, c'est plus de 3 sérologies négatives espacées d'au moins 9 mois. Donc un dépistage annuel, on a 3 dépistages négatifs, on considère que le phénotype du bovin est très favorable. Il ne sera favorable que si on n'a qu'une ou 2 sérologies négatives. Il devient suspect lorsqu'on a une sérologie qui est faiblement positive. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le seuil douteux était à 45%. Cela dit, moi, vers 35%, je commence à me poser quelques questions. Est-ce que c'est un animal qui est en cours de séroconversion et qui va basculer du mauvais côté? Donc, je préfère le surveiller. Donc, des animaux qui ont une sérologie faiblement positive, je les considère comme suspects, et les douteux également. Je veux aussi considérer qu'un animal qui est issu d'une mère positive est également suspect. Il est
défavorable lorsque la sérologie est positive, ça on est d'accord, et quand on n'a pas d'analyse, eh ben, on a un phénotype qui est inconnu. Donc je reprends mon cheptel de tout à l'heure avec les numéros de bovins, la date de naissance, les résultats sérologiques. Donc je vous ai mis que les résultats qualitatifs pour que ça puisse rentrer sur la diapo. Les animaux qui sont en bleu, ce sont des issus de paratubes. Et donc, oui, dans le phénotype, un animal qui est positif, il est défavorable. Quand il est issu de mère positive, il est suspect. Je l'ai mis en orange, donc il est suspect. Et un animal qui a 3 dépistages négatifs est très favorable. Ceux qui en ont 1 ou 2 restent favorables. Donc ça, c'est des phénotypes. Mon génotype que j'ai obtenu sur la base centralisée des génotypes. Donc sensible, standard, résistant, très sensible. Donc on voit que l'animal qui est positif avec un phénotype défavorable était sensible. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a réagi positivement et très positivement. Je vous rappelle qu'il était à 208%. Donc peut-être qu'il y a une cause à effet. Et on a des animaux qui sont avec des phénotypes très favorables et qui sont ou favorables et qui sont résistants. Donc ceux-là, on aura tendance à venir à leur foutre la paix et pas forcément les dépister systématiquement. En revanche, on a aussi des génotypes qui sont très sensibles. Donc ceux-là, on va les surveiller de près. Et je reviens sur l'animal en bas de la diapo, là, qui est positif et qui est résistant. Mais on a une exposition qui était forte. Donc peut-être que malgré sa résistance, eh ben, il y avait une telle exposition qu'il a été contaminé quand même. Et donc, à la suite de ça, je vais mixer le phénotype, le génotype et l'exposition, et je vais sortir une recommandation à l'éleveur. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez compliqué intellectuellement à mener, parce qu'il faut être concentré, il ne faut pas être dérangé par le téléphone, et il faut prendre son temps. Et c'est évidemment source d'erreur. Donc, à l'avenir, il faudra quand même qu'on informatise tout ça pour qu'on donne une recommandation plus précise à l'éleveur. Donc, un animal qui est avec un phénotype défavorable va être très, très formé. Un animal qui est issu de paratube avec un génotype standard et une exposition faible, je vais quand même, par précaution, lui suggérer la réforme prioritaire, ou alors, en tout cas, on va le suivre plus intensément, plus régulièrement. On va dépister tous les 6 mois. Et si il n'a pas d'une grande qualité génétique, c'est plutôt de faire de l'IA croisée ou mettre un taureau RPTB, les taureaux résistants. Sur des animaux résistants, on va alléger le dépistage et préconiser une semence sexée pour être sûr d'avoir une femelle. Et puis les animaux qui sont plus standards, on va les suivre normalement, 1 fois par an, on va les dépister et toujours mettre des taureaux améliorateurs qui sont dans les centres. Donc voilà, à chaque ligne, on va donner un conseil et on essaye de faire le moins d'erreurs possible pour l'éleveur. On échange nos informations via Teams. On a créé un groupe Teams avec notamment Innoval, et donc on essaye d'échanger nos informations. Donc les diapos là, que je vous ai montrés, je les partage, et en échange, le conseiller AeroPro me dit ce qu'effectivement l'éleveur a choisi par rapport aux préconisations que j'avais faites. Et pour communiquer auprès des éleveurs, eh ben, on a créé des logos. Donc, Paratube Expert, ça c'est un logo qu'on a créé au niveau Pays de Loire. Et les indicateurs en race Holstein et Normand, ça c'est des logos mayennais qui viennent de sortir et qui vont apparaître sur nos documents qu'on va fournir aux éleveurs. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Je propose à Nathalie de réaliser sa présentation, et on aura une partie de questions-réponses communes pour les 2 conseillers. Merci Nathalie. Alors le micro n'est pas activé, Nathalie.
Forcément, vous aviez pas m'entendre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je m'appelle Nathalie Gaspalon et je suis conseillère génétique et renouvellement chez Innoval depuis un peu plus de 20 ans. Donc moi, en fait, je vais vous partager ma façon de travailler avec les éleveurs suite à l'arrivée de l'indicateur paratuberculose. Et pour moi, la première chose, c'est d'en parler. Les éleveurs n'ont pas toujours connaissance de cette nouveauté et si on ne parle pas, ils savent pas. Et puis, la maladie, alors je mets des guillemets, mais elle est un peu honteuse et un éleveur, par principe, il n'est pas touché. Et au final, quand on en discute avec lui, on s'aperçoit que c'est une information qui peut les intéresser. Là, je suis partie sur le postulat enfin, on va dire 2 typologies d'élevage qui sont un peu sensibilisés à ce nouvel indicateur. Le premier éleveur, il génotype déjà. Donc, on en parle ensemble. La nouveauté, elle est arrivée il y a 2 ans en race Holstein et elle est disponible depuis avril en race normande. Donc, il va trier ses femelles forcément selon ses objectifs, selon ses besoins, selon le génotype. Mais j'ai le cas d'un éleveur où aujourd'hui, on trie par l'indicateur paratube puisqu'il a trop de femelles. Et tout ce qui est sensible et très sensible, c'est soit du croisement, soit de la réforme. Cas d'un éleveur qui génotype pas, bien sûr, je lui en parle comme nouveauté et puis lui dire les conséquences. Et l'indicateur a notamment eu un effet déclencheur puisque c'est par cet indicateur qu'on a signé du génotypage. Là, je vais vous présenter en fait différents documents que j'utilise. Donc, c'est la diapo d'après pour aider les éleveurs dans leur décision de renouvellement. Donc, je vais vous présenter un document. Oh, ça va trop vite. Un document de restitution des résultats génotypage et je vous ai ciblé 4 cas dans un même élevage où on a une femelle résistante, standard, sensible et très sensible. Un document avec l'ensemble des index de troupeaux où je mets cette information-là aussi. Et puis, pour faire le lien avec Pascal juste avant, le document qu'on partage ensemble et les recommandations que moi je rajoute. On peut passer après. Donc ça, c'est une diapo que vous a présentée Arnaud et en fait que je présente aussi aux éleveurs pour aussi expliquer pourquoi il y a 4 codifications côté femelle et leur montrer en fait l'impact que peut avoir la maladie dans leur élevage. Donc suite au génotypage, nous avons des documents de restitution, la diapo d'après. Et donc là, je vous ai trié 4 femelles. Donc je vous disais avec les 4 indicateurs. Donc on a une femelle qui est très sensible, résistante, sensible et standard. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je fluote l'indicateur avec le même code couleur qu'on a vu dans les diapos précédentes. En fait, pour montrer aussi le lien qu'on peut avoir les différents intervenants. J'ai ce type de document, j'ai le suivant. Donc là, c'est plutôt une vue globale de l'ensemble du troupeau. J'ai tendance à sortir ce document en début de campagne d'IA. En fait, ça me permet de faire un prévisionnel du besoin en renouvellement de l'élevage et de cibler les femelles, en plus des index génomiques ou des index tout court des femelles, de cibler les femelles qui potentiellement sont sensibles ou très sensibles. Et ça peut aider du coup dans le tri des femelles. Document suivant, donc c'est le document avec Pascal en l'occurrence, le conseiller sanitaire. Donc moi sur ce tableau, je retrouve toutes les infos côté GDS et sur la partie droite, en fait, ce que je fais, c'est que j'inscris la recommandation au niveau conseiller génétique que l'on met. Donc ça peut être moi ou comme sur la vidéo où on a vu Charlène, ça peut être un inséminateur qui suit l'élevage. Et donc, en fait, je mets des codes. RTPB, ça veut dire que on a plutôt ciblé un taureau résistant paratube. S'il y a écrit conventionnel, c'est que c'est forcément un standard, réforme ou croisement. Et vous voyez, enfin, on ne voit pas forcément, si sur une sensible, donc on a mis croisement. Et il y a des fois, on peut mettre ça peut arriver qu'on peut mettre du sexé sur une femelle qui peut être avec un génotype sensible ou très sensible. En fait, tout dépend du besoin en femelle de l'élevage.
Conseil génétique, donc ma partie à moi, c'est je propose du génotypage. Suite au génotypage et en fonction des résultats, donc on a des femelles qui sont soit résistantes et standards, soit sensibles. Donc la femelle qui est résistante au standard, c'est simple, elle va être accouplée du coup en fonction des objectifs de l'éleveur, des index, des attentes ou des besoins femelles. Cas des femelles qui sont sensibles ou très sensibles. Donc en fait, la première réflexion, ça va être selon la pression de la maladie dans l'élevage. Premier cas, la femelle, je la garde. Notamment, alors ça peut être soit pression faible de la maladie ou un besoin important de femelle dans l'élevage. Je la garde, on va regarder déjà si elle a un intérêt génétique qui fait que Ouais, non, c'est pas grave, allez-y. Donc, décision, c'est je garde ou je garde pas. Bon, on part sur je garde pas. Je garde pas, elle n'est pas mise à la repro, elle part à la réforme. Cas de je la garde, donc on va se poser la question en fonction de son intérêt génétique, de son besoin femelle. On la garde, on la couple. Et là, on va plutôt cibler des taureaux qui sont estampillés RPTB. Et on a, pour nous aider aussi, un outil qui permet de rentrer une vigilance paratube dans l'outil. Et comme ça a été dit dans la vidéo, avec une alerte si le taureau ne correspond pas. Un intérêt génétique moindre, j'en sais rien, un index négatif en lait si l'éleveur veut de la production, un index négatif en cellules, elle sera accouplée en croisement. L'indicateur est pour moi et pour les éleveurs une aide supplémentaire dans le tri de ces femelles. Nous sommes les seuls à avoir cette information en France et je pense notamment par rapport à la concurrence des taureaux nord-américains. C'est une innovation française et pour moi, on doit en être fier. Et pour finir, je vais vous partager l'exemple d'un élevage. Alors, on est plutôt dans côté Bretagne. Donc, c'est un éleveur qui génotype depuis longtemps et qui a été pilote au niveau de l'indicateur paratube depuis dès le début. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que on peut diviser par deux ou plutôt augmenter par deux la résistance à la paratuberculose. Et dans cet élevage, on constate que dès 2021, en fait, l'éleveur, lui, il a réformé, il a tout ce qui était, toutes les femelles qui étaient TS, et il a fait du croisement sur les sensibles. Et fin 2023, on peut remarquer qu'il n'y a plus de femelles qui sortent très sensibles au génotypage, et une proportion de 5% qui sortent sensibles. Alors, on sait qu'en génétique, c'est long. Il faut une génération, c'est-à-dire 5 ans, pour remarquer des critères. Mais quand on combine l'info génotypage et tri derrière, en fait, on peut gagner du temps et aller un peu plus vite. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nathalie, merci aussi à Pascal qui est intervenu précédemment. Donc c'est le moment de leur poser des questions sur ces présentations d'utilisation en conseil auprès des éleveurs. Alors bien évidemment, toujours les mêmes règles, on lève la main ou on pose dans la conversation. Donc oui, Franck qui a levé la main. Oui, alors j'avais une question pour Pascal. Une courte question technique, c'est par rapport aux tests ELISA qui sont faits, c'est en fait toujours avec le même kit, il y a 2 kits, c'est IDEX ou IDEVET. Et deuxième question, c'est par rapport à une remarque que j'ai vue dans un tableau, c'est sur l'exposition, comment c'est défini, et j'avais entendu dans la vidéo qu'il y avait une notion de réservoir. Voilà, c'est 2 questions. Donc le kit qu'on utilise, c'est IDEX. Et la notion de réservoir, ça voudrait dire ça correspond à la prévalence sérologique de l'année de naissance, et ça, on la prend pas en compte aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop compliqué après puisqu'on le fait de tête, c'est beaucoup trop compliqué après à gérer ça. Donc il faut un algorithme derrière qui puisse traiter toutes ces données-là, en fait. D'accord. Donc on ne prend que l'indicateur troupeau qui correspond à... Voilà, on sait si au moment où l'animal est né, on savait si dans le troupeau il y avait
une présence ou non de paratuberculose, quoi, faible ou importante. D'accord, très bien. Merci. Pascal, donc une question dans la conversation. Est-ce que l'index génomique paratube est disponible uniquement pour un animal de race pure, qu'il soit Holstein ou normand? Donc j'ai vu que Nathalie a déjà répondu oui. 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 D'un point de vue général, hein, en l'utilisation des puces de génotypage, en fait, on a une certaine, alors c'est un peu technique, mais une certaine densité en marqueurs qui fait qu'en fait, en général, les équations de prédiction sont race spécifiques. En fait, elles fonctionnent pas d'une race à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un travail de réaliser en race Holstein et un travail finalement, même s'il est similaire dans son approche, il est indépendant en race normande avec sa propre population de référence et ses propres équations de prédiction, ce qui explique aussi pourquoi les indicateurs sont disponibles en race pure. Je me permets de compléter. Est-ce qu'il y a d'autres questions, en particulier pour Nathalie et Pascal? Tout était très clair sur l'utilisation des indicateurs et la gestion de toutes les informations disponibles. Donc, dans cette phase d'échange, vous pouvez aussi poser des questions plus générales, hein, y compris à Marie-Pierre et Arnaud qui sont intervenus avant. Alors, du coup, une question, peut-on espérer voir l'arrivée de cet indicateur dans d'autres races? Alors moi, je sais en partie répondre, mais Arnaud, Marie-Pierre? Faut aussi bien Mmh. répondre que moi, en tout Mmh cas. mh. Effectivement, c'est quelque chose, enfin, il y a des demandes par rapport à ça, dans d'autres races. On a commencé à avoir, des discussions, notamment avec, certaines, races allaitantes et du coup, c'est quelque chose, voilà, qui est en cours. C'est quelque chose qu'on commence à donc on va commencer à construire. Donc là, effectivement, il y a déjà eu des informations qui sont passées côté génétique auprès des organismes de sélection. Donc un certain nombre d'organismes de sélection ont manifesté, leur intérêt pour cet indicateur. D'un point de vue interne UMT, il y a un début de réflexion on va dire, de contenu technique et scientifique et donc là, alors au départ, on espérait faire une réunion avant l'été, mais finalement, ça sera après l'été. On va organiser une réunion avec toutes les races intéressées par ce nouvel indicateur. Alors là, quand je dis les races, c'est les nouvelles races intéressées par cet indicateur à la rentrée pour essayer de construire un projet, on va dire, comparable et permettre le déploiement de cet indicateur dans d'autres races dans les années qui viennent. D'autres questions? Alors, il y a une main. Jean-Christophe? Oui, bonjour. La question, c'était plus pour Pascal ou voir les conseillers sanitaires. C'est comment procéder quand on est conseiller sanitaire pour promouvoir, pour motiver les éleveurs à utiliser cet indicateur pour mieux gérer et d'utiliser du coup le génotypage pour mieux gérer la paratube. Qu'est-ce qui peut faire déclencheur quand on est en position de conseiller sanitaire? Parce qu'au d'expérience qu'a exprimé Nathalie, c'est que globalement, ça souffre plutôt de le savoir et que le facteur limitant aujourd'hui, c'est que le début de l'histoire, c'est plutôt que les éleveurs ne sont pas plus que ça au courant. S'ils sont pas portés sur la génétique, c'est assez compliqué de leur faire génotyper uniquement pour la paratuberculose. C'est ce que je ressens, moi. Donc j'ai pas de solution, en fait, pour l'instant. Alors, je peux répondre en partie. Donc, François Guillaume, veto conseil GDS Bretagne Innovel. Concernant nos conseillers donc santé sur la région Bretagne, on présente les choses en fait
en tant que boîte à outils. Donc on explique à l'éleveur qu'on a différents outils, hein, pour maîtriser cette maladie, hein. Donc les outils qui ont été évoqués là, ici, durant les différentes présentations, hein, que ce soit les outils analytiques, le sexage pour accélérer le renouvellement, sensibiliser les éleveurs sur la gestion de la période sèche, et entre autres, hein, chez les éleveurs en Primolstein, expliquer qu'il existe cet outil de marque génotypique paratuberculose. Donc voilà, donc c'est une approche en fait de présentation de boîte à outils, et évidemment on s'adapte, aux motivations et à la demande de l'éleveur. Et puis je rejoins un petit peu Pascal, c'est vrai que c'est compliqué de faire génotyper un éleveur que sur le prétexte de la marque, génotypique paratuberculose. Bon, il faut savoir aussi que c'est nouveau, hein, ça n'a que 2 ans, hein, donc il faut peut-être, accentuer encore les communications dans la presse agricole et tout ça pour, à mon avis, améliorer la sensibilisation des éleveurs. Et puis surtout faire des articles de retour d'expérience, hein, des cas concrets. Je pense que mis ça bout à bout, ça permettra, d'améliorer le développement de cet outil qui est quelque part révolutionnaire, hein. Mmh. Beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres interrogations avant qu'on clôt le webinaire? Je ne vois plus de mains levées. Plus de questions. Donc, bien, je vous propose de clore ce webinaire en donnant la parole à Dominique Davy, président d'Eliance. Merci Sébastien, et merci à chacun des intervenants pour ce webinaire très très riche et effectivement sur cette maladie insidieuse qui provoque des pertes importantes, à la fois des pertes génétiques dans nos élevages et puis directement des pertes financières, que ce soit directement pour les éleveurs, mais qui occasionnent aussi des dépenses importantes, notamment pour nos GDS, nos groupements de défense du sanitaire. La mise en place de ce paradigme, hein, avec la volonté, hein, d'augmenter à la fois les protocoles de diagnostic, la résistance, le travail sur la résistance des différents cheptels, on l'a vu, et puis sur l'augmentation de l'efficacité. Alors, comme le disait Daniel Perrin tout à l'heure dans la vidéo, je pense que c'est aussi un travail de longue haleine, mais un travail aussi du collectif pour arriver à tout d'abord mettre en place des outils et puis, in fine, bien évidemment, éradiquer cette maladie. On l'a vu dans les présentations très pratico-pratiques sur le terrain, comment vous faites, le travail qui est fait, qui est déjà mis en place chez des éleveurs, avec à la fois la mise en exergue d'animaux très sensibles, mais d'autres animaux qui sont sensibles, mais dans un milieu qui est moins sensible, du coup qui peuvent être utilisés quand même. Et je pense qu'il y a vraiment un apport de la génétique importante dans tout ce travail de recherche, bien évidemment. La génétique, ça permet de surveiller donc des animaux qui vont être sensibles, d'améliorer les plans d'accouplement comme vous l'avez présenté. Et puis moi, j'y vois aussi l'espoir de travailler sur cette maladie, hein, encore une fois, qui est maladie qui est cachée et qui ne s'exprime pas facilement. Et quand on fait du génotypage et qu'on arrive à détecter en amont, très très jeune, sur un animal, qu'il est porteur ou qu'il est sain ou qu'il est très sensible, ça va nous permettre, je l'espère, sur d'autres races, bien évidemment sur la Holstein, sur la Normande, comme c'est déjà démarré, mais très rapidement sur d'autres races, arriver à faire ce travail-là. Chapeau pour toutes ces recherches et encore une fois, je pense qu'il faut divulguer, il faut en échanger avec les éleveurs. C'est un outil et y compris même ceux qui ne sont pas forcément très branchés sélection, très génétique. C'est un des outils qu'ils ont aujourd'hui, que vous avez, vous, dans les mallettes auprès des conseillers. C'est un formidable outil et du coup, utilisons-le.
Félicitations pour tout ce travail. Moi, je souhaite que évidemment ce webinaire puisse être à disposition. Il a été enregistré. Gwenaël a fait l'enregistrement, donc il pourra être à disposition dans nos réseaux, je pense, assez rapidement. Merci à vous pour l'ensemble de ces présentations et cette nombreuse participation. Nous étions jusqu'à 110 dans ce webinaire. Merci Sébastien. Merci Dominique. Merci Gwenaël, merci David, merci à tous les présentateurs hein, qui ont été pédagogiques aujourd'hui et j'espère que tous les participants auront appris beaucoup de choses sur l'index paratuberculose. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. À Merci, bientôt, allez, bonne au revoir. journée.